Du bon temps par tous les temps, c'était la météo avec les vérandas Vélinéa. Vélinéa par Véranda Villemain et LCM. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 3 Champagne-Ardenne pour votre 19-20. Au sommaire de cette édition, rencontre avec une famille de chrétiens d'Irak arrivés à Troyes en 2006. Ils voient depuis des mois leur pays une nouvelle fois en guerre et leur communauté persécutée. Nous avons recueilli leurs témoignages. Les motards en colère exigent des ronds-points dans la Marne, dans le secteur de La Veuve exactement. Ces aménagements leur semblent indispensables pour accéder à l'autoroute, une zone particulièrement dangereuse pour les deux roues. Métal blanc, le nom d'un des plus grands scandales environnementaux des années 90 dans les Ardennes. À l'époque, l'entreprise était poursuivie par la justice pour pollution lourde. La situation est-elle différente aujourd'hui? Réponse dans notre enquête du dimanche. Et puis du football au programme de notre page sport avec le 5e tour de la Coupe de France et notamment la belle qualification de Sedan. Florent Boutet nous détaillera l'ensemble des résultats de l'après-midi et le reste de l'actualité sportive du week-end. Mais avant cela, l'histoire douloureuse des chrétiens d'Irak, victimes de persécutions depuis des mois. Beaucoup, vous le savez, ont retrouvé refuge en France, mais le pays est en guerre depuis bien plus longtemps. À Troyes, une famille qui a elle, fui l'Irak il y a 8 ans, nous livre son regard sur la situation. Céline Lang et Olivier Mayer. Vous avez bien fait de m'aider tous ensemble quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu... Sally Gabriel a 23 ans. Elle vient à la messe ici à l'église Saint-Martin depuis 6 ans. Depuis qu'elle, ses parents et ses 2 frères sont arrivés en France, ils ont trouvé ici sécurité, confort, intégration, mais ils ont laissé en Irak de la famille, des proches. Alors les événements récents dans leur pays les bouleversent forcément. Moi je m'en veux des fois parce que je vis ici, je vis bien, et eux ils sont là-bas avec cette situation vraiment douloureuse. Alors la famille prie beaucoup, bien sûr, et se mobilise avec l'ensemble de la paroisse. Sally fait du catéchisme, Michael, son frère, est chef scout. Chacun y a trouvé sa place. Que le Seigneur soit ta confiance. Les gens qui sont ici, en fait, ils sont beaucoup en solidarité avec nous. Il y a un mois, on a fait une messe que pour les chrétiens d'Irak. Donc on a réussi à collecter de l'argent et on l'a envoyé pour les chrétiens qui sont au Kurdistan de l'Irak. Aider depuis la France, c'était une évidence pour cette famille, comme un écho à sa propre histoire. Les Gabriel ont quitté l'Irak il y a 8 ans déjà, c'était alors la guerre civile. La situation en Irak, ça n'aidait pas à rester à cause de la sécurité et puis il y avait des explosions, des bombes tous les jours, il y a eu des morts tous les jours. C'est donc après avoir fui l'Irak puis la Syrie que les Gabriel sont arrivés à Troyes. Aujourd'hui, tous les enfants de la famille font des études et tous n'ont qu'un seul rêve. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de morts parce que ces pays-là, ils ont beaucoup payé de sang et il faut que ça cesse. Voilà. Des ronds-points pour éviter les accidents. Une revendication des motards en colère de la Marne dans le secteur de La Veuve. Les bretelles d'accès à l'autoroute y sont particulièrement dangereuses. Ils se sont donc mobilisés aujourd'hui. Mathieu Guiraud et Raphaël Doumergue. Ils recherchent d'habitude le frisson de la vitesse, mais aujourd'hui ces motards ne dépasseront pas les 70 km/h. Un rythme ralenti pour rejoindre cet échangeur le long de l'autoroute A4, théâtre de 7 accidents dont 4 mortels en 2 ans. Objectif de l'opération, interpeller les pouvoirs publics. On a fait des courriers, on a fait une action ici même et on n'a jamais eu de réponse. C'est pour ça qu'aujourd'hui on revient, car on aimerait bien que maintenant ils se décident enfin à faire au moins à faire quelque chose, quoi. Que ça soit cette année ou même dans quelques années, mais qu'on ait des réponses. Installer des ronds-points, la solution préconisée par les motards en colère pour réduire la vitesse et fluidifier le trafic. Alors pour convaincre le Conseil général et la préfecture, séance de pétition avec des automobilistes plutôt conciliants. Oui, il m'a expliqué un peu comment ça se passe. C'est des ronds-points pour les accidents, tout ça. Ça c'est bien pour le pays et pour notre commune, la Champagne-Ardenne. Est-ce que c'est dangereux? Oui, ah oui. J'ai failli me prendre plusieurs fois des camions, donc oui, c'est très dangereux. Je me doute que des grandes lignes droites comme ça, etc., avec des carrefours, ça doit être bien dangereux. Pour tout le monde, pas seulement pour les motards.
Plus de 1000 signatures au total qui atterriront ici, en préfecture de région. Aucun engagement sur de futurs aménagements, mais un dialogue qui se veut constructif avec les conducteurs de 2 roues. On pourra non seulement leur répondre, mais on pourra bien sûr réexaminer cette demande qui avait déjà été faite. Il faut savoir qu'il y a dans notre département, tant pour la voirie qui relève du Conseil général que de celle qui relève de l'État, il y a beaucoup d'autres points où il y a quelques difficultés en termes de sécurité. Dans la Marne, comme partout ailleurs en France, les motards représentent 2% des usagers de la route pour 25% des tués. L'enquête du dimanche revient ce soir sur l'entreprise Métal Blanc à Bourg-Fidèle dans les Ardennes. Dans les années 90, l'entreprise était poursuivie par la justice pour avoir pollué les environs pendant une trentaine d'années. Quelle est la situation aujourd'hui? Les habitants sont-ils enfin rassurés? La pollution a-t-elle cessé? Reportage de Charles-Henri et Paul-Antoine Boutet. C'est un village paisible du nord des Ardennes. Bourg-Fidèle, 880 habitants et son unique usine, Métal Blanc. Un nom qui restera à jamais gravé dans la mémoire des riverains. Aujourd'hui, Denise Schneider de l'association locale de défense de l'environnement a convié quelques membres. Elle mène un combat qu'elle a en partie gagné. Il faut savoir que ce type d'usine est simplement polluante par définition. Même s'il est aux normes, il pollue. L'affaire débute vers la fin des années 90. Des taux anormalement élevés de métaux lourds sont découverts dans le sol et dans l'atmosphère du village. Les pouvoirs publics ordonnent des analyses de sang sur les enfants et les craintes sont confirmées. Le plomb, le cadmium et d'autres métaux toxiques sont découverts chez les jeunes. Les regards se tournent vers l'usine Métal Blanc, située à quelques mètres des habitations. Son activité, le traitement des batteries usagées. On manipule 45 000 tonnes par an. Donc il est normal qu'on retrouve des milligrammes de plomb aux alentours de l'usine. L'entreprise est alors condamnée par la justice à 100 000 € d'amende, une première judiciaire pour une affaire de pollution. Mais 18 ans après, l'association de Denise Schneider n'a pas pour autant abandonné sa lutte. Régulièrement, elle prend des nouvelles des enfants contaminés à l'époque. Il y en a qui ont l'air d'aller, quoi, mais ça ne laisse pas préjuger du futur. Vous savez, les métaux lourds mettent des décennies à être éliminés du corps. Si on y arrive, parfois ils restent à vie. Beaucoup d'habitants ont déménagé depuis le début de l'affaire. Mais certains, comme Bruno Bojo, ont quand même décidé de s'installer à Bourg-Fidèle, malgré quelques inquiétudes. Est-ce qu'ils sont sûrs de leur process ou est-ce qu'ils ne maîtrisent pas? On ne sait pas. Hein. C'est pour ça qu'on peut se poser des inquiétudes. Pour rassurer et aussi pour surveiller, les autorités champardonnaises ont toujours un œil sur l'usine Métal Blanc. Des capteurs sont installés dans le village afin de surveiller la qualité de l'air. C'est quelque peu rassurant et pourtant je ne suis pas réellement rassurée. Parce qu'il y a toujours, comme on l'a déjà dit, trop un manque malgré tout de transparence, notamment il n'y a pas tous les. Est-ce qu'ils captent tous les métaux concernés, tous les toxiques concernés? Des analyses suivies aussi de très près par le maire. Chaque mois, il reçoit des rapports qu'il communique ensuite à la population. Tout ce qui était mercure, plomb. On a des relevés tous les mois, donc on a des rapports qui nous viennent de l'usine Métal Blanc, qui sont remis en mairie, qui sont à la disposition de tous les habitants du village et de l'association qui est sur Bourg-Fidèle. Aujourd'hui, Métal Blanc veut tourner définitivement la page de ces années noires. Son nouveau directeur ouvre bien volontiers la porte aux caméras. Dans cette enceinte, ce sont plusieurs dizaines de milliers de tonnes de batteries qui arrivent de l'Europe entière. Elles se retrouvent ici, dans cette immense décharge avant d'être broyées. Selon Christophe Crespin, tout est fait dorénavant pour qu'aucune substance toxique ne puisse contaminer l'environnement. Comme vous pouvez le voir, il y a des pentes et une résine. Alors cette résine, elle résiste aux attaques chimiques et aux attaques mécaniques. Depuis son arrivée à la tête de l'usine en 2007, l'entrepreneur a investi plus de 3 millions d'euros pour protéger l'environnement. Comme cette cheminée par exemple, qui permet de filtrer les rejets des fours dans l'atmosphère. Là, il y a, juste dans cette pièce-là, 1,2 million. C'est vraiment la pièce maîtresse de notre système d'assainissement et qui nous permet d'avoir vraiment un traitement complet et 100% efficace de tout l'air d'assainissement qui est traité dans les ateliers. Des investissements environnementaux à hauteur de l'enjeu économique que représente l'industrie du plomb.
Ça, c'est le produit fini. Ce sont des lingots de plomb, ceci étant un alliage bien spécifique pour aller chez un client. Et quand on lui demande si c'est dangereux, non, il n'y a pas de danger. Si elle représentait le moindre danger, de toute façon, en étant une ICPE Céveso seuil haut, s'il y avait le moindre danger, dites-vous bien que les autorités nous auraient fermés depuis très longtemps. pour le nouveau directeur, cette pollution passée est le reflet d'une époque aujourd'hui révolue. Citez-moi une seule industrie qui, dans les années 60, 70 ou 80, n'a pas eu un impact environnemental pas terrible. Il ne faut pas oublier que les normes n'étaient pas les mêmes. La technologie de mesure n'était pas les mêmes. Métal Blanc veut oublier son passé et jouer la carte de la transparence et de l'économie régionale. Mais le plomb, présent dans le sol depuis des dizaines d'années, risque de ne jamais disparaître. La nature ne sait tout simplement pas l'éliminer. Et on ouvre maintenant notre page sport. Et ce soir, c'est Florent Boutet qui nous rejoint en plateau. Bonsoir Florent. On commence par le football. On jouait cet après-midi le 5e tour de la Coupe de France avec 8 rencontres au programme. Oui, bonsoir Maxime, bonsoir à tous. Et l'affiche, c'était le petit club de Cormontreuil qui recevait Sedan et pas de surprise. Le CSSA s'est largement imposé 5-1. Retour sur la rencontre avec Éléonore Autissier et Anaëlle Blanchard. Ils sont étudiants, salariés ou en recherche d'emploi et les entraînements 3 fois par semaine sont réalisés sur leur temps libre. Alors ce match contre Sedan en Coupe de France, c'est un défi pour toute l'équipe mais aussi pour les bénévoles qui les soutiennent au quotidien. Tout ce groupe travaille beaucoup, c'est des gens qui se connaissent beaucoup, qui ont beaucoup de solidarité. Voilà, ils vont jouer contre une belle équipe, ça va être une belle partie de foot et voilà, que le meilleur gagne, mais on a envie de gagner quand même. Il y a un peu de pression pour ce match-là, mais bon, on va essayer de tout faire pour se qualifier hein, et puis rendre hommage à tout le club, à tous nos supporters, nos dirigeants et puis tout le monde. Côté entraîneur, Stéphane Laquet connaît bien l'équipe adverse. Ancien joueur professionnel, il a lui-même porté les couleurs du club sedanais à la fin des années 90. J'ai d'énormes souvenirs de l'ancien stade Émile Albo, hein, où c'était une forteresse quasiment imprenable. On arrivait sur ce terrain avec l'engouement du public, on se sentait quasiment invincible. Voilà. Donc c'est un beau clin d'œil pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui maintenant je suis à Cormontreuil. Moi je suis très content de là où je me trouve. La rencontre se joue sous une pluie battante avec des supporters ardennais en pleine forme et des Marnais plus circonspects. C'est le calme plat côté Cormontreuil. Hein. Ça vous fait plaisir? Oui, tout à fait. Pas de surprise sur l'issue du match, mais Cormontreuil en rouge n'a pas démérité. 5-1 pour les Sedanais à la fin de la rencontre. Voilà, Sedan qui s'est donc brillamment qualifié. Quelles sont les autres équipes qualifiées pour le prochain tour? Eh bien Maxime, vous allez le voir, la logique a été respectée sur tous les terrains. À noter qu'Éclaron-Valcourt s'est qualifié au tir au but. Pas de problème pour Charleville et pour Saint-Dizier. Et puis sur le deuxième panneau, vous voyez les victoires de Sainte-Savine, d'Épernay, de Reims-Sainte-Anne et de La Chapelle-Saint-Luc, le club de DHR, qui est le nouveau petit poussé de la compétition. Le tirage du 6e tour aura lieu, lui, dans nos studios à 15h30 mercredi. Ça sera en direct sur notre site internet avec Grégoire Schott. On continue avec la boxe et le magnifique exploit d'Amira Hamzaoui. Oui, originaire d'Épernay, elle a décroché hier soir le titre de championne du monde WBF des poids mouches. Elle a battu au point l'Allemande Amachae. Du cyclocross, c'était le coup d'envoi de la Coupe de France aujourd'hui. John Gadret a terminé 4e à Besançon. Vous le voyez au milieu de l'image en pleine action. Chez les espoirs, les frères Dubo, Joshua et Lucas du club de Bazancourt se sont respectivement classés 7e et 9e. Et on passe maintenant au basket et à la Pro A où on attend toujours la première victoire du CCRB. Hier soir, Chalon-Reims s'est fait dominer 76-69 par Nancy. C'est la 3e défaite en 3 matchs et cela malgré la bonne forme du pivot américain Darrell Watkins. Retour en image avec Raphaël Doumergue. Florent Pietrus qui vacille et c'est la défense de Nancy qui s'expose au gabarit de Watkins. 2,11 m, 120 kg. Le numéro 22 qui a appris le basket dans les faubourgs de New York a enchaîné les dunks. Meilleur scoreur côté Chalon-Reims avec 17 points. Les Lorrains ont quasiment mené tout le match de bout en bout. Mais c'est lui qui a fait passer le CCRB devant un court instant en deuxième mi-temps.
C'est un sport d'équipe. J'essaie de faire ce qu'il faut pour mettre des paniers. Si ça nous fait gagner, je suis heureux, mais ça n'a pas marché. C'est toujours beau à voir un joueur qui s'est réveillé, parce que lui, le problème, c'est pas la qualité, mais c'est le manque d'application chaque match et pendant 40 minutes. Watkins en forme, mais son ami d'enfance Butler, revenu de blessure, qui a du mal. À l'image de ce panier refusé, Chalon-Reims ne pouvait varier son jeu offensif que sur les extérieurs, avec Chalmers, suffisant pour rester à distance, mais pas pour s'imposer. Je connais tous les joueurs qui ont été recrutés. Ce sont des joueurs, c'est pas péjoratif, mais des vieux routiers de l'Europe. Mais c'est évident que c'est une équipe qui va créer bien des problèmes à certains. Nancy a profité des pertes de balles du CCRB dans les 5 dernières minutes pour se mettre à l'abri en revenant à un jeu collectif plus simple et qui pouvait même parfois sembler facile. Gérer la fin de match, c'est le défi de Chalon-Reims qui a pris la mauvaise habitude de s'incliner à chaque fois de quelques points cette saison. Et au classement, le CCRB est 15e avant-dernier. C'est la seule équipe avec Boulogne qui n'a toujours pas gagné le moindre match. Boulogne qui est le prochain adversaire des basketteurs marnais. Du basket encore avec la Ligue 2 féminine et la défaite surprise hier soir des Rémois, 68-48 sur le terrain d'Aulnois. Et puis du hockey également avec les Phoenix de Reims malheureusement qui se sont inclinés à Tours hier soir, un revers 2-0. Reims qui reste 10e de la première division. Et puis du volley pour finir, Florent, avec une équipe de France en résidence à Reims ce week-end. Oui, l'équipe de France des sourds-muets. Elle prépare l'Euro 2015 handisport qui aura lieu à Paris. L'équipe de France en rouge et noir à un niveau équivalent au pré-national. Et elle a profité de ces 2 jours pour affronter des équipes valides. Résultat, une défaite face à Rethel et une victoire ici contre Château-Thierry. Merci Florent et à très bientôt pour d'autres résultats sportifs. Comme chaque week-end, retour maintenant sur les événements et personnages marquants de la guerre 14-18. Portrait ce soir de Pierre Loti, l'écrivain et militaire de formation, va reprendre du service pendant la Grande Guerre et mettre sa plume au service de la propagande française. Mathieu Guillerault. Le 18 octobre 1914, presque un mois après l'incendie de sa cathédrale, Reims reçoit la visite d'un des plus célèbres écrivains de l'époque, Pierre Loti. En tout, l'auteur de Pêcheurs d'Islande effectuera 4 voyages dans la Cité des Sacres pour mobiliser l'opinion publique. En 1914, lorsque le conflit éclate, Julien Viau, alias Pierre Loti, a 64 ans. Trop vieux pour combattre, l'écrivain va parcourir le front et mettre sa plume au service de l'immense propagande anti-allemande orchestrée par les autorités françaises. Il poursuit la rédaction de son journal intime et devient journaliste pour le plus grand magazine de l'époque, l'hebdomadaire L'Illustration. Découvrant Reims et sa cathédrale incendiée, Pierre Loti décrit une ville meurtrie, mais debout. Ses articles, une 60aine en tout, sont largement diffusés en France et même aux États-Unis. Le contenu n'a rien d'objectif, exaltant le patriotisme et le sacrifice des soldats français. Un véritable bourrage de crâne qui n'empêche pas l'écrivain, également diplomate, d'agir en coulisses pour rapprocher les ennemis. Grand admirateur de la Turquie, allié à l'Allemagne, Pierre Loti engage même des négociations secrètes avec l'Empire ottoman, au nom des gouvernements alliés. Finalement, ces négociations échoueront et à partir de février 1915, Pierre Loti obtient d'occuper un véritable rôle militaire au plus proche des combats. Épuisé, il finit par être démobilisé en mars 1918 et se retire au Pays Basque où il termine sa vie en 1923. Un écrivain qui s'engage dans un conflit, voilà qui a inspiré Thierry Doudou et son dessin du jour. Un coup d'œil maintenant aux événements à venir. La semaine prochaine et d'abord, la mobilisation continue pour soutenir les salariés du fabricant de fenêtres Sympa dans l'Aube. Demain, une opération ville morte est prévue à Vendeuvre-sur-Barse. Mardi, ouverture du salon Vini Viti à Épernay, 8e édition de ce rendez-vous des professionnels du champagne où sont attendues les entreprises parmi les plus innovantes dans le domaine viticole et vinicole. Jeudi, préavis de grève pour la CGT de Citura. Les transports urbains de Reims seront perturbés. Le syndicat veut dénoncer notamment la